pour faire de la recherche, surtout dans le domaine de la maladie de Lyme, qui était effectivement un de mes domaines de préoccupation, de recherche. Et effectivement, en France, actuellement, il n'y a pas un centime d'euro qui est alloué à la recherche sur la maladie de Lyme. Donc pour moi, il était fondamental de créer cette fondation pour réunir des dons et avoir la possibilité de mener à bien des recherches dans ce domaine, mais également dans celui de l'électro-hypersensibilité et de la chimico-sensibilité, qui sont également des domaines où il y a encore besoin de beaucoup de recherches, surtout avec le déploiement de la 5G qui est prévu et pour lequel nous n'avons pas vraiment de données au niveau de la population. Ils sont multiples. Il y a déjà la recherche, comme je vous ai expliqué dans le début de l'interview. C'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important de promouvoir la recherche dans les différents domaines de la médecine intégrative. Ils sont nombreux. Donc, c'est surtout effectivement toute cette pathologie qu'on a vue chronique de la maladie de Lyme, l'électrosensibilité, la chimico-sensibilité, mais aussi l'homéopathie, puisque l'homéopathie, le professeur Albert-Claude Kemoun a effectivement fait de la recherche. Il a même ses travaux ont été reconnus par l'Académie de médecine de Moscou. Et donc, cette poursuite des travaux de recherche dans le domaine de l'homéopathie est extrêmement important, mais aussi l'enseignement. L'enseignement a vraiment besoin d'être poursuivi. En ce moment, en France, les universités n'enseignent plus l'homéopathie. Il y a toujours des écoles, certes, mais l'homéopathie a disparu de l'enseignement universitaire. Et il faut absolument refaire effectivement la promotion de l'homéopathie auprès des universités et aussi, effectivement, essayer d'apporter le plus de savoir possible, de qualité possible dans ce domaine-là par rapport à la structure de l'eau, par rapport à tout ce qu'on a appelé la mémoire de l'eau. Donc, j'ai participé pendant très longtemps à des water conférences qui sont exceptionnelles. Donc, pour moi, c'est important de promouvoir aussi les water conférences où on peut parler de la structure de l'eau et avancer dans ce domaine de recherche qui est tellement important et qui apportera certainement de grandes solutions pour l'avenir, en tout cas dans le domaine de la santé. Et puis, bien sûr, enseignement de toutes les autres médecines qui, effectivement, donc sont de l'ordre de la médecine intégrative, que ce soit effectivement la médecine environnementale, la nutrition, tout l'enseignement qu'on peut apporter avec les notions de maladies chroniques liées à l'environnement, liées à la toxicologie, avec la pollution qui est à la fois chimique et électromagnétique aujourd'hui et qui est totalement méconnue de la part des médecins. C'est un terme que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est vrai qu'aux États-Unis, on utilise un autre terme qui est médecine fonctionnelle, mais moi, le terme médecine intégrative me tient beaucoup à cœur parce que, effectivement, nous connaissons une médecine allopathique, certes, qui a sauvé des millions de vies, que ce soit avec les antibiotiques, avec les corticoïdes. Donc, il y a eu énormément de bonnes choses de faites, surtout dans le domaine de la médecine, de la réanimation, de la chirurgie, de la médecine d'urgence, tout ce qui est pathologie aiguë. Mais dans le domaine des maladies chroniques, effectivement, il y a beaucoup à faire. Et là, c'est là où toutes les médecines complémentaires qui doivent être intégrées pour moi à la médecine allopathique, que ce soit la phytothérapie, l'homéopathie, la nutrition, la médecine environnementale dont on parlait juste avant, l'homéopathie, l'ostéopathie, toutes ces médecines-là apportent effectivement une vision globale du patient,
permettent à la fois de la prévention et une thérapie tout à fait exceptionnelle dans le domaine des pathologies chroniques. C'est vrai qu'en Chine, on utilise beaucoup la phytothérapie chinoise, elle est quasiment inclue dans tous les services hospitaliers. Ici, en France, donc, il n'y a pas cette intégration de ces médecines complémentaires au sein, en tout cas, de l'hôpital. Il y a toujours, je dirais, une dichotomie énorme entre cette médecine hospitalière et une médecine de ville qui évolue effectivement vers la médecine intégrative, avec difficulté, mais qui évolue quand même vers cette vision globale du patient. Et dans la médecine intégrative, clairement, le patient est au centre de nos préoccupations, bien plus que, effectivement, le côté économique qui prévaut beaucoup plus à l'hôpital. Et donc, cette vision du patient au centre de notre préoccupation de soins est, à mon sens, ce qui fait les lettres de noblesse de la médecine intégrative et qui apporte vraiment, je dirais, la solution à beaucoup de pathologies chroniques qu'on ne savait pas traiter correctement jusqu'à présent. On va dire que cette capacité pour un médecin d'avoir à la fois une connaissance médicale dans le domaine de la toxicologie, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la phytothérapie, dans le domaine de l'homéopathie, dans une pathologie d'urgence, a toutes ces raisons d'être. Parce qu'en fait, très souvent, le médecin classique va se limiter à des traitements tels que le Doliprane, les antibiotiques, la cortisone. Là où on peut apporter effectivement un vrai plus, par exemple avec l'homéopathie, même dans une maladie nosocomiale, même dans une maladie d'urgence, là effectivement il y a eu des réponses thérapeutiques que ne pouvait pas apporter l'allopathie seule et qui étaient parfaitement complémentaires, parfaitement adaptées. Et ça, j'ai des centaines de cas dont je pourrais parler en témoignage. Alors effectivement, IRIM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Independent Research for Integrative Medicine. Et effectivement, pour moi, quand j'ai pris la décision de créer la fondation, c'est moi qui ai pris cette décision. C'est personne d'autre, personne n'est venu me chercher. C'est vraiment en toute indépendance, mais c'est également ma volonté que la recherche, par exemple pour la maladie de Lyme, soit financée par les patients eux-mêmes, par des dons vraiment qui viennent du désir d'aider la recherche et pas de dépendre de gros laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir développer tous les programmes de recherche que je veux faire. Alors, pour 2021, effectivement, nous avions de très grands projets, puisqu'on voulait démarrer l'année avec un colloque qui, malheureusement, a suscité beaucoup de débats, puisque, effectivement, le Covid est un sujet qui est devenu quasiment tabou quand on veut en parler en dehors du système mainstream, que ce soit au niveau sanitaire ou médiatique. Du coup, nous avons scindé le colloque en deux. La première partie a eu lieu à Stockholm le 19 décembre dernier, donc en 2020, et la deuxième partie sur la médecine intégrative, la médecine quantique, aura lieu donc certainement durant l'été, j'espère peut-être en mai, en tout cas le plus rapidement possible, parce que effectivement les gens sont très impatients d'avoir accès à cette deuxième partie, où nous allons certainement associer une journée sur l'homéopathie en lien avec le professeur Albert-Claude Kimoun, qui avait l'habitude de faire tous les ans au mois de juin un grand colloque et qui a mené cette tâche merveilleusement pendant des années
Et donc je regrette beaucoup que ces colloques n'aient plus lieu. Donc je lui ai proposé de faire une journée sur effectivement le cerveau. Et donc je pense que c'est le thème que nous allons garder pour le colloque d'homéopathie de 2021, auquel nous ajouterons une journée sur la médecine intégrative et sur la médecine quantique. Voilà, notre projet est clairement celui-ci pour les colloques. Nous allons sortir le film donc sur l'homéopathie, expliqué vraiment pour tous et accessible à tous. Et puis nous allons donc certainement lancer les premiers pas de l'université libre de médecine intégrative que nous soutenons activement, aussi bien dans le domaine de l'enseignement que de la recherche.